Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Sublime Skins et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant, RGPD, retour d'expérience. Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur. Le marché programmatique a été plutôt secoué les premiers jours de la mise en application du RGPD. Quels sont les retours d'expérience et conseils que certains acteurs du marché peuvent prodiguer à leurs pairs? Un échange avec la participation de Merav Grieger du cabinet d'avocats Bird & Bird, Émilie Proyard du groupe Les Échos Le Parisien, Mathieu Reusch d'ID5 et Franck Ducret d'Agnostic. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue sur The Programmatic Society avec pour thème aujourd'hui le RGPD et les retours d'expérience puisque nous sommes le jour d'après, ou les jours d'après, le 25 mai 2018, date de mise en vigueur de cette fameuse réglementation. Alors pour vous, comment ça s'est passé cette mise en conformité RGPD dans vos différentes entreprises, Émilie? Alors nous, on a travaillé conjointement avec nos directions numériques, à la fois aux Échos et aux Parisiens, et avec nos services juridiques accompagnés de DPO. Comme je pense à peu près le cas pour tous les éditeurs. Et donc, on a d'abord travaillé sur l'aspect cookie banner, comment on formule les choses dans la cookie banner, la façon d'accepter et de personnaliser la réponse face à l'acceptation. Et puis, on a travaillé après aussi, évidemment, avec nos clients et nos agences médias qui nous demandent de remplir certains documents et qui, du coup, font appel à la fois, effectivement, à notre service juridique, mais aussi à toute la partie mise en conformité, plus data et aussi DSI. Mathieu, chez ID5, comment ça s'est passé? Nous, la société est vraiment très très jeune, donc on n'avait pas d'historique à mettre en accord avec des nouvelles pratiques. On a créé la société il y a un peu moins d'un an, donc elle a été créée de manière native avec RGPD en ligne de mire. On a surtout, nous, eu besoin d'aligner nos pratiques aux pratiques de l'industrie et notamment de travailler beaucoup sur le framework de l'IAB Europe, qui est un moyen pour nous de mettre une dimension de privacy by design dans ce qu'on fait. Le fameux CMP, c'est ça dont on parle? Alors, les CMP qui sont un des éléments du framework, qui sont en fait des Consent Management Platform, donc des interfaces de recueil des préférences des internautes. Et ensuite, toute la problématique qui a été adressée par l'IAB, c'est de standardiser la façon dont on fait circuler cette information dans l'écosystème. D'accord. Nous, on est au cœur de cet écosystème, puisque le métier d'ID5, c'est de partager des identifiants publicitaires, donc on est vraiment au centre de ce sujet-là. Et donc, le travail pour nous, ça a principalement été d'accompagner la définition de ce framework et de comprendre comment intégrer ce framework dans notre mode opératoire, et donc de nous mettre en conformité ou en accord avec ce que le framework nécessite en termes d'accès à l'information, de partage, d'exécution chez nous, des pixels de synchronisation pour uniquement appeler les partenaires qui ont le droit d'utiliser de la donnée, etc. etc. Donc c'était vraiment une mise en œuvre technique plus qu'une mise en œuvre en termes de pratique ou voilà, on n'a pas vraiment de base de données clients, tout ce genre de choses, ça nous concernait assez peu finalement. Et pour toi, Franck? Nous, c'est un petit peu la même chose qu'ID5, Agnostic, une société jeune. On n'avait pas d'enjeu spécifique pour notre activité. En revanche, pour nos clients, ce qu'on a constaté quand même, c'était... Qui sont tes clients d'ailleurs? Nos clients sont à 95% des éditeurs. D'accord. Broadcasters, éditeurs papier, enfin éditeurs en tout cas d'informations vérifiées. L'un des gros enjeux et l'une des grandes difficultés, c'était un enjeu de gouvernance. Savoir qui, au fond, s'engage, qui met en œuvre, qui est responsable. D'autant que ce qu'on a pu constater dans les audits qui ont été faits, c'est que très souvent, c'est la régie qui est au cœur des problématiques liées à l'usage des données et que c'est l'éditeur qui est responsable. D'accord. Du coup, il y avait quand même un véritable enjeu par rapport à ça et il y avait aussi une demande sous-jacente des régies qui était de dire, d'accord, je vais mobiliser mon éditeur ou mon éditeur responsable, mais est-ce qu'in fine, je vais gagner plus d'argent? Donc il y a aussi cet enjeu sous-jacent au GDPR dont on parle encore peu pour l'instant, mais
qui revient très fortement maintenant qu'on a un petit peu passé le cap et qu'on se rend compte qu'il y a de l'adaptation, c'est de se dire est-ce qu'on va gagner plus d'argent grâce à ça en étant conforme ou pas? Pour toi, Merave, qui est avocate au sein du cabinet Bird & Bird, spécialisée sur les questions RGPD, est-ce que tu penses que les acteurs du marché publicitaire français sont bien préparés? Quand on les entend, on voit bien qu'il y a un beau niveau de maturité. D'accord. Et même si effectivement ce secteur d'activité plus particulièrement a fait partie des derniers départs vers la conformité avant la date fatidique du 25 mai 2018, quand ils s'y sont mis franchement avec des questions très concrètes, opérationnelles et la volonté de trouver les réponses qui vont bien et qui leur permettent d'avancer de manière cohérente. Donc je dirais plutôt bon. Et ce qu'a dit à l'instant Franck, c'est très intéressant. Nous, on a des clients donc, qui ont souffert dans cette mise en conformité et qui aujourd'hui, je pense tout particulièrement à 2 d'entre eux qui font partie de ces maillons de la chaîne publicitaire, nous ont dit mais on a gagné des parts de marché particulièrement importantes en étant en conformité parmi les premiers et en sachant aussi expliquer notre conformité. Donc on vient d'évoquer la manière dont ça s'était passé pour la plupart de vos entreprises et l'analyse de Merave au niveau de son observation en tant qu'avocate. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés suite à la mise en application de cette réglementation? On a évoqué, Merave, tu as évoqué tout à l'heure le fait que certains de tes clients avaient vu leur chiffre d'affaires augmenter. Quelles sont les observations et les enseignements que vous pouvez en tirer suite à cette mise en conformité? Alors nous, on est toujours en cours parce qu'on n'est pas framework IAB et on ne s'est pas mis non plus sur le framework Google. On n'était pas dans les temps et heureusement, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, on est full stack Google et qu'avec les outils de Google aujourd'hui, on ne peut pas répondre au framework IAB. D'accord. Donc on n'a pas encore installé de CMP, notre choix est en cours. Ce sera un CMP évidemment framework IAB pour accepter un maximum de demandes de nos partenaires à l'intérieur. Et donc on attend que nos amis de Google signent le framework IAB pour appuyer sur le bouton Ils ont CMP. dit le mois d'août, mais ils ont peut-être prévu plus tôt. Alors, il y a 2 choses. Ouais. En fait, il y a 2 choses. Il y a la signature du framework IAB qui, normalement, devrait arriver là, vraiment, dans les jours ou les semaines à venir. En tout cas, les jours, j'espère. Et ensuite, il y a la partie technique, en fait, qui n'est pas prête non plus chez Google, qui sera prête complètement fin août. Parce que fin août, ils seront capables de récupérer tous les types de cookies qui ont répondu, enfin, les types de personnes qui ont répondu oui à tel critère, non à tel autre, oui, non, 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 etc. Avant, et donc dans les prochains jours ou prochaines semaines, en fait, ils sont en train de réaliser ce qu'ils appellent un hack pour récolter un maximum des réponses qui seront soit oui, soit non. Et c'est un maximum des types de réponses qu'on va récolter. Les personnes qui vont aller a priori dans le détail de oui, non, il y en aura moins. En tout cas, c'est la façon dont ça nous a été présenté, donc on espère que c'est comme ça que ça se passera. Et fin août, là, effectivement, courant août, on pourra tout récolter. D'accord. Donc nous, on attend d'appuyer sur le bouton de la CMP pour ces fameux enseignements dont je parlais. Voilà, exactement. Donc pour nous, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences vraiment directes. On a des partenaires qui ne sont pas avec des outils Google, donc qui ont eu des frayeurs le 25 mai au soir. Mais au final, nous, ça nous a pas impacté. On fait ni plus ni moins pour l'instant. Chez toi, Franck? En ce qui me concerne, moi, il y a un point sur lequel, ce que j'ai pu observer en tout cas, mais qui est un point un petit peu différent, mais qui est important, c'est qu'on parle de données personnelles, et ce qui est peut-être très louable dans cette initiative de la Commission européenne, c'est qu'on a replacé l'utilisateur au centre, et c'est redevenu une préoccupation de toute la chaîne de valeur, de se poser la question de est-ce que j'ai pas trop d'acteurs parce que c'est un impact en termes de latence, comment je travaille mon utilisateur, est-ce qu'il m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Et je dirais l'un des bénéfices, c'est un peu cette prise de conscience qu'on voit globalement sur l'ensemble des acteurs, publicitaires, adtech, et puis le grand public, nos amis, notre famille, de bien comprendre qu'il y a un enjeu autour de la donnée personnelle. Et je dirais c'est un bénéfice dont on parle assez peu, mais qui est finalement l'objet de cette directive. Je pense que ça devrait être le bénéfice. Ça devrait être le bénéfice premier. Pardon, ça devrait être l'objectif premier de se poser la question du contrat de lecture, de l'engagement avec l'audience, de l'enrichissement de cette relation, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup vécus comme une contrainte et qu'on a mis ces sujets-là au second plan en se disant zut, il faut quand même qu'on arrive à faire tourner la machine le 25 et le 26. Et ce que ça met pour moi, pour revenir à ta question Michel, en exergue, c'est l'extrême dépendance du marché à Google.
qui change d'avis du lundi au mardi, et qui potentiellement met 50% du chiffre d'affaires de certains éditeurs à risque, parce qu'ils décident que finalement ça ne sera pas comme ça sera autrement. Alors on parle sans les avoir autour de la table, donc c'est toujours un peu difficile. Oui, mais en tout cas c'est comme ça. Mais c'est quand même ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur le marché. Et c'est comme ça que ça a été ressenti par une grande partie du marché. Et quand tu as un acteur, même important, mais qui fait 20 ou 30% du marché, bon, un impact important sur 20-30% du chiffre d'affaires, c'est important, mais ça reste contrôlé. Quand cet acteur il fait 50 ou 80% du marché, voilà, là, ça pose un vrai problème. Et je pense que ça a mis en évidence ce niveau de dépendance extrême. Il y a des acteurs qui ont passé le 25 et puis le week-end d'après, etc., à essayer de faire remonter les volumes d'activité, parce que du jour au lendemain, ils ont vu la moitié de leur volume d'affaires disparaître. La moitié. Ils ont signé des avenants, enfin je parle pour certains de nos partenaires, ils ont dû signer des avenants avec Google et les presser à le faire en disant dans la période où vous n'êtes pas compliant de votre côté avec un framework IAB, merci de nous laisser continuer à faire du business pour nos éditeurs et donc signons un avenant qui nous donne ce temps nécessaire pour que tout le monde Est-ce que cet avenant a été ensuite a produit des effets Oui, moi pour mes partenaires, effectivement, ça a tout de suite remonté. Ils ont annulé ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit qu'ils ne travailleraient que sur la base de consentement. Les gens disent non, ne vous inquiétez pas, les données qui viennent de chez nous, elles sont propres. Ils disent ok, dans ce cas-là, on laisse tomber le consentement. Donc ils sont revenus en arrière pour maintenir le statu quo. Donc c'est un peu, ça ressemble à un effet de manche. Voilà. Alors après, si on se dit ok, on a besoin du meilleur effet. On a besoin de 3 mois pour mettre en œuvre la CMP, pour s'aligner sur le framework de l'IAB. Le framework de l'IAB, il est en discussion depuis le mois de janvier. D'accord. Discussion publique. C'est-à-dire que ça fait 6 mois avant que l'industrie travaille dessus. Publiquement depuis janvier, ils auraient pu se renseigner. Faire ça, le 5 ou le 10 mai ou le 15 mai, je ne sais plus quand exactement. Bon. C'est vrai, Michel, quand on avait 2 ans pour se mettre en conformité à ce RGPD ou GDPR, en même temps, on est en phase expérimentale. D'accord. Et il faut aussi l'admettre, tout le monde doit l'admettre. Et c'est pour ça que les autorités disent qu'on ne va pas frapper tout de suite sur le doigt. Elles disent pas ça. Après, il y a une façon de... Oui, ça c'est déjà arrivé, mais pour revenir sur le point de Google, ce qu'on a vu aussi, on constate, c'est que certaines agences, donc certains annonceurs qui ont ce qu'ils appellent des joint business plans avec Google, étaient aussi mis en porte-à-faux. Et ce qui a fait bouger Google, on ne sait pas très bien si c'est le fait des éditeurs, ou plutôt le fait de leurs annonceurs, qui sont quand même leur première source de revenus, qui ont dit, écoute, moi, mes campagnes ne sont pas délivrées. Moi, par exemple, j'ai un accord avec Tids, si on peut les citer, qui ont réussi à passer en disant, j'aime bien ce format, vous ne le faites pas, j'en veux. Donc il y a tout un enjeu autour de ça, où il y a eu effectivement, dans les enseignements aussi, le fait qu'il y a peut-être une capacité, en étant unifié, à faire bouger un peu les lignes face à un acteur dominant. Et il y a aussi une prise de conscience de tout le monde de se dire « Ah ouais, c'est aussi gros que ça, finalement ». Alors justement, si on reparle de cette mise en conformité, d'après toi, Merab, qu'est-ce qu'il est encore temps de faire pour être en conformité? Bon, on est d'accord, le 25 mai est passé, mais on a vu qu'il y avait quand même une sorte de temps de latence, une sorte d'inertie qui existe encore. D'abord, les moyens sont inégaux pour se mettre en conformité. Le texte, il est complexe, il ne dit pas tout, et même sur ce qu'il dit, on peut avoir différentes interprétations. Surtout, il fixe beaucoup d'objectifs sans en définir les modalités, les moyens. Donc, ce qui donne une certaine souplesse, une marge de manœuvre, c'est le point positif, et une véritable, ce que nous, on appelle l'insécurité juridique aussi. Ça veut dire, si on nous laisse, nous, choisir les modalités et les moyens, donc l'autorité va pouvoir dire « oui, c'est bien, non, c'est pas bien ». Donc, avec une certaine motivation, mais c'est quand même elle qui va donner le là sur ce type de pratique. Donc, il n'est jamais trop tard pour se mettre en conformité. Il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, le GDPR, ça va être une phase, là, en ce moment, expérimentale. Donc, on l'expérimente tous. On essaie tous d'accorder un peu nos pratiques. Mais c'est l'avenir et les sanctions, et elles auront lieu, les contrôles et les sanctions, qui permettront de réajuster le cas échéant. Alors, on en a un petit peu... Cette interprétation fait vraiment peur à beaucoup de monde. C'est-à-dire que tu peux, en toute bonne foi, défendre une approche d'intérêt légitime, par exemple, qui paraît comme ça, a priori, très pertinente pour un bon nombre d'éditeurs qui fournissent un accès gratuit à du contenu de qualité, produit par des journalistes, qui doivent être rémunérés. Bon, je pense que l'audience, les utilisateurs sont en mesure de comprendre que c'est en contrepartie d'une certaine capacité à monétiser ce contenu via de la publicité.
Comment ça sera interprété? On ne sait pas. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de règle qui dit là vous avez le droit, là vous n'avez pas le droit. Donc c'est les sanctions qui créeront la jurisprudence. Il faut déjà convaincre. Voilà, pour tomber dans l'intérêt légitime, c'est l'une des alternatives à la base légale du traitement qu'est le consentement. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi le contrat, les mesures précontractuelles, etc. Intérêt légitime, c'est tellement flou que tout le monde aimerait bien pouvoir profiter de cette exception-là. Et c'est apprécié de manière extrêmement stricte. Donc plus on est convaincant sur cet intérêt légitime, et ce n'est pas l'approche équilibre, je te donne un service gratuit, donc c'est légitime que tu... Que je puisse faire ce que je veux avec tes données. C'est pas dans cet équilibre-là qu'on va trouver un intérêt légitime. L'intérêt légitime, ça a déjà été reconnu sur parfois des traitements, des fichiers extrêmement sensibles comme la lutte contre la fraude. On ne va pas demander à un fraudeur son consentement pour traiter ses données, etc. Mais il y a plusieurs cas où ça a été reconnu. Et dans le GDPR, c'est indiqué que la publicité est un intérêt légitime. Faire de la publicité, c'est l'intérêt légitime des entrepreneurs. Et on a plein de cas quand on articule où on n'a pas besoin de consentement et on est dans l'intérêt légitime. Sauf qu'on est dans une sphère numérique où on ne peut pas distinguer tous ces cas-là. On ne peut pas faire la part des choses parce que notamment quand on fait de la publicité à l'égard d'une personne qui est déjà cliente, la question, OK. Et pour des produits et services analogues. Quelqu'un qui visite mon site plusieurs fois, moi je fais que lui proposer des contenus, je suis éditeur. Donc il les consomme, mes produits. Et on voit bien que c'est gratuit. Il est déjà mon client. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'est pas mon client. Et je ne fais que lui proposer des contenus. Donc est-ce que je ne suis pas légitime dans ce cas-là à lui proposer de la publicité? Et on va avoir toute l'autre partie qui n'est pas GDPR, e-privacy, avec comment vous lui faites de la publicité, est-ce que c'est par des traceurs et quel est le régime applicable à ces traceurs. Mais l'intérêt légitime, il va falloir bien le pousser et être très très convaincant. Et je pense que ce n'est pas une peine perdue, sauf qu'il va falloir être très éthique dans cette approche et raisonnable aussi. J'ai l'impression qu'il y a un élément de surprotection, notamment de certains acteurs, notamment américains, qui disent on n'est pas très sûr de la validité de l'intérêt légitime. Effectivement, c'est sujet à interprétation. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va être compris en face. Donc, on se retranche derrière la version, on va dire, la plus solide, la plus sécurisée, effectivement, qui est le recueil du consentement. Au passage, en manipulant probablement, d'ailleurs, la façon dont le consentement est recueilli, en ayant des adaptations, des CMP, voilà, on en a vu pas mal, effectivement. Vous êtes sûr que vous, vraiment, enfin, il faut aller au 4e bouton pour dire non, vraiment, j'aimerais bien aller voir le détail pour comprendre comment je peux dire non. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une approche très extrémiste et qui n'est pas du tout bénéfique pour le secteur. Et ceux qui ont systématisé l'opt-in alors qu'on était dans des cas où ce n'était pas nécessaire, ils empêchent un peu la bataille vers l'intérêt légitime. Ceux qui ont systématisé l'opt-in, on peut le dire, Google et Facebook, parce qu'ils l'ont. Oui. Donc pour eux, c'est quand même plus facile. Et donc ce sont les éclaireurs opérationnels, un petit peu. Ça a été une sorte d'éclair sans que le marché. Ils ont mis la barre à un niveau qui est inatteignable pour la plupart. Je dis pas que c'était le bon éclairage. Hein. Je dis juste que le marché a suivi une pratique qui a été utilisée par Google et Facebook en termes de. Google fait 80% du marché publicitaire. On ne peut pas la suivre. On n'a pas le volume de données pour faire de l'opt-in. À la manière de Google, Facebook. Peut-être qu'on va arriver à une situation où ce type de plateformes auront l'obligation de recueillir le consentement des utilisateurs, de ceux qui visitent, pour toutes les pratiques qu'ils n'ont pas interdites sur leur propre plateforme par des sociétés tierces comme les vôtres. À partir du moment où j'ai pas interdit ce type de pratique, il faut que j'informe et que je recueille le consentement de mes utilisateurs parce que je suis la seule personne en contact avec elle et apte à le recueillir. C'est quand même la moindre des choses, en fait, au final. Et c'est très opérationnel comme approche. On est au-delà du juridique. Mais je pense que le juridique peut les rattraper s'ils ne font pas preuve davantage de bonne foi sur ce point-là. Alors justement, il y a un mot qui est souvent revenu, c'est le mot légitimité. Et la légitimité aussi pour un annonceur d'aller sur le marché programmatique, c'est d'en comprendre son mécanisme. Et la question est, est-ce que le RGPD n'a pas rendu encore plus complexe le marché programmatique et est-ce que les annonceurs ne vont pas hésiter à nouveau à mettre un pied dedans parce qu'il y a cette notion de RGPD et en gros, comment les rassurer sur cette question ? Le fait que RGPD arrivant sur le marché publicitaire, une contrainte supplémentaire juridique
qui s'applique à une contrainte opérationnelle qu'est la manière dont fonctionne le programmatique. Est-ce que tout ça ne fait pas un peu peur au marché des annonceurs quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça a fait peur. Ça a fait peur. Sauf que c'est une autre grille de lecture de ce que les acteurs du programmatique font de manière opérationnelle. C'est cette nouvelle grille de lecture. Et on voit bien qu'ils se la sont appropriés. Quand je parle avec, tout à l'heure, pendant la préparation de cette émission, on a pu échanger. On voit qu'on parle le même langage. Nous, pendant des années, parce que la donnée personnelle, la privacy, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas le RGPD qui a tout créé et inventé. Donc ça fait 15 ans qu'on n'a pas d'interlocuteur, en tout cas difficilement. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. Ça n'existe pas, avocate, protection des données, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, donc merci. Et aujourd'hui, tous nos clients parlent parfaitement ce langage. Ils ont adopté cette nouvelle grille de lecture. Et c'est vrai que ça a fait peur pendant un temps. Et j'ai le sentiment que ça s'est un peu décanté, tout ça. Même en creux, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'en creux, on se rend compte que c'est quand même la première fois que l'Europe agit aussi fortement. Et la réaction de Google dont on parle, ou même sur le programmatique, est une réaction de gens qui ont peur. Ils ont peur de la capacité de l'Europe à se mobiliser. Et au fond, même si ça apporte un peu de complexité et si ça crée un petit peu, je dirais, ça bouscule un peu les choses, c'est quand même un effet extrêmement positif. Je pense qu'on peut nous se réjouir de se dire que ce qui a été confisqué par des sociétés US, et on a peu de sociétés tech françaises finalement, Mathieu là, mais il y en a relativement peu, c'est quand même une très bonne nouvelle au fond. Et je pense que même pour les annonceurs, et on en voit certains, il y a une vraie réflexion autour de... Oui, finalement, c'est pas si bénin que ça, tout ça. Il y a des véritables enjeux. Je pense pas que ça les freine véritablement, mais ils vont attendre de nouvelles exigences. Qui vont aller plus loin que ce proposent les agences. Ce qui est compliqué, c'est le sujet juridique. C'est les 88 pages de texte. Pour le reste du monde, à part pour toi, pour nous tous, c'est compliqué. Et donc, c'est arriver à s'approprier, à comprendre ce que ça veut dire, à s'approprier ce que ça veut dire. Les fondements du RGPD, ils sont très positifs en termes de transparence, en termes de contrôle de la chaîne de valeur, pour la clarté et l'efficacité et la lisibilité de l'écosystème. On va vers un écosystème qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent, où à la fois l'annonceur, l'éditeur, l'internaute ont beaucoup plus de contrôle sur ce qui est fait avec les données. Donc on va vers quelque chose de mieux. On est obligé de passer par une phase un petit peu difficile d'intégration de ces nouvelles contraintes, c'est du juridique, le langage n'est pas facile, il y a beaucoup d'interprétations, etc., etc. Mais on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Alors justement, Émilie, de ton côté, c'est quel discours tu tiens vis-à-vis des annonceurs par rapport au RGPD justement? On les accompagne, on doit surtout répondre aux exigences de leurs agences, qui sont en premier lieu celles qui les ont accompagnés et qui vérifient que chaque acteur avec lequel elles travaillent soit bien en conformité. Après, il y a encore une zone d'ombre et de période expérimentale, comme tu le disais, sur quand on va mettre en place la CMP, chose que nous, on n'a pas encore fait, et on attend de voir, effectivement, quand on va envoyer, quand nos inventaires vont tourner chez les différents acteurs, comment est-ce que la façon dont on récolte la donnée, ils vont la recevoir, ils vont la traiter, est-ce qu'ils ne vont pas l'exploiter par ailleurs? Il y a quand même une question qui reste nébuleuse là-dessus, de quelle complexité opérationnelle ça va créer, puisque moi, en tout cas, je n'ai pas encore l'expérience de ça, d'avoir mis en place ma CMP et de voir comment nos différents partenaires réagissent avec. Je pense qu'il y a un effet très positif, une illustration, mais le phénomène de data leakage que les éditeurs subissent depuis des années, qui permet en fait grosso modo à des acteurs d'aller récupérer de l'information sans la payer et de la réutiliser, de la revaloriser ailleurs. Ça devient illégal. Voilà. Donc on passe de quelque chose qui était une mauvaise pratique du marché, qui n'était pas éthique, qui était pas sanctionnable vraiment. Tu pouvais sanctionner en disant moi je veux plus bosser avec vous, etc., etc. C'est une question de réputation, c'est pas bien, c'est pas cool. Ça devient illégal. Ça c'est un événement, c'est une évolution hyper positive. Je vois Meirav secouer la tête. Ça pourrait être légal. Ça devient illégal si c'est pas fait en transparence. Oui,
Voilà, c'est ça. Mais on voit des acteurs, même ceux-là, hein, venir demander, en tout cas, rechercher cette conformité. Oui, alors, et pas se laisser mourir avec, entre la recherche et la pratique. Avec le RGPD. Ça devient illégal dans le sens où si tu n'es pas autorisé par l'éditeur, qui est celui qui a la relation avec l'internaute, qui donc peut communiquer cette information à l'internaute en disant il y a un tel qui pose des cookies chez moi pour récupérer de l'information, pour faire du profiling, de la publicité ciblée, etc., vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Si tu n'es pas dans cette liste-là parce que tu as profité d'une porte ouverte, le backdoor, comme on dit en anglais, pour accéder à cette information, bah, tu es dans l'illégalité. Alors, l'éditeur aussi, il y a une chaîne de co-responsabilité, mais la principale vertu pour moi du RGPD, c'est que ça met en valeur, ça met en évidence cette chaîne de co-responsabilité, et donc les gens qui en profitent peuvent être sanctionnés. Nous, on a constaté que ça assainissait quand même le marché. Alors certes, ça le complexifie, mais finalement, plus les jours avancent, plus tout le monde est monté de niveau de connaissance et de compréhension du sujet. Et toute la partie qu'on ne comprend pas, on a raison, on ne comprend pas parce que ce n'est pas compréhensible. Donc une fois qu'on l'a acté, on est même tous plus sereins. Même pour nous, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est floue. Donc on fait de la gestion de risque. Et ça, la gestion de risque, ça demande un petit peu Alors justement, ça sera ma dernière question pour toi, Merav. Existe-t-il des outils pour évaluer sa mise en conformité en RGPD? Alors Michel, dis-moi. Je vais te décevoir. Déçois-moi à nouveau. Je ne vais pas te vendre du rêve. Alors, non seulement il n'y a pas d'outil miracle pour évaluer sa conformité, ni pour se mettre en conformité. Pour le moment, on n'a pas été disrupté. Il y a des hommes, alors des hommes et des femmes, hein, bien entendu. Il y a des experts improvisés. D'ailleurs, la CNIL, l'autorité française de contrôle sur le sujet, fait un petit peu la chasse aux sorcières, ou en tout cas prévient beaucoup les responsables de traitement et sous-traitants sur les experts improvisés. Mais ça s'apprend, tout ça, et on voit bien que tout le monde se met en ordre de marche. Ensuite, sur une catégorie de traitements plus particuliers, ceux qui sont plus sensibles à risque, etc., il est obligatoire de faire ce qu'on appelle une étude d'impact. C'est un risk assessment, un DPIA, Data Protection Impact Assessment, et la CNIL, sur son site internet, propose de manière parfaitement gracieuse un logiciel qu'elle ne cesse... Redis-le de manière gracieuse, ouais. Puisque tu parlais des experts improvisés, j'imagine qu'il y a aussi des technologies un peu improvisées, j'en sais rien. Oui, après il y a des technologies très très bonnes en termes de comment on organise, comment on peut gérer tous ces outils. Mais sur les études d'impact, tu dis qu'il y a cet outil gratuit qui est proposé donc par la CNIL. Qui est proposé par la CNIL et qui est particulièrement performant et qui a beaucoup de succès et qui a été traduit dans énormément de langues. Donc les autres autorités de régulation européennes n'ont pas développé leur propre outil, ils ont récupéré celui de la CNIL qui est ultra performant, un peu complexe, mais faut s'entraîner. Donc on ne cesse d'apprendre. Chez un client effectivement la semaine dernière qui me disait qu'ils avaient été à 5 pour utiliser l'outil et que ça leur a pris 6 jours à 5. Donc effectivement c'est un outil assez tout dépend important. De la sensibilité de la donnée. Il y a des données plus ou moins sensibles, la géolocalisation est très sensible. Enfin voilà, donc on a, mais ça donne aussi, ça donne une mesure du risque parce qu'on est vraiment dans du risk management. Et après pour répondre effectivement à la question, que ce soit les activités de Mathieu ou les nôtres, on n'a pas de solution miracle. En revanche, on apporte des éléments de compréhension, on apporte des éléments de contrôle, on apporte des éléments de cartographie, d'identification et d'optimisation un peu de cette activité. Parce qu'à un moment donné, il est important de pouvoir faire la démonstration et la preuve vis-à-vis des autorités de régulation qu'effectivement on fait des choses. Et puis ça va assainir le marché. Enfin, on est assez convaincu que... Eh bien, c'est sur ce thème d'assainissement du marché via le RGPD que nous allons clôturer notre entretien. Merci en tout cas pour votre participation. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des retours d'expérience après l'entrée en vigueur du RGPD. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les acteurs du marché publicitaire ont, dans leur très grande majorité, fait les efforts pour être en conformité avec le RGPD. 2. Les annonceurs ont besoin d'éclairage sur la manière dont le RGPD peut impacter leurs futurs achats programmatiques. 3. Un seul acteur juge et partie sur les conséquences opérationnelles du RGPD et du plus mauvais effet auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème publicitaire, tant auprès des annonceurs, agences, éditeurs ou régies.
Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors, n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes, de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, TradeLab et Smile Wanted, sans oublier notre partenaire média, le magazine Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.